bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble, une nouvelle édition ce soir où il sera question des ONG qui militent dans le secteur de l'éducation pour combattre la pauvreté. Notre invitée, c'est Bérangère Serriès, qui est la présidente de l'ONG Tirons Soleil. Madame Bérangère Serriès, bonsoir. Bonsoir Josiane. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. Hors antenne, on a parlé un petit peu, et ça fait un moment aujourd'hui que vous êtes dans le secteur des ONG, que vous militez. Racontez-nous cette aventure un petit peu pour démarrer cette émission. En fait, je suis d'origine française et quand je suis arrivée à Maurice, quelqu'un m'a emmenée un jour dans une cité et je n'avais jamais vu de cité de ma vie en fait. Et j'ai été très marquée par ce que j'ai vu, au point que ça a été mon désir tout de suite de faire quelque chose parce que j'estimais que j'avais été très gâtée par la vie. J'avais tout ce dont j'avais besoin, j'avais des diplômes et une expérience. Et je me suis dit peut-être je pourrais être utile pour la société mauricienne, pour aider ces jeunes enfants que j'avais vus pieds nus, dans la rue, en train de jouer. Ils n'avaient pas l'air malheureux, mais je me suis dit peut-être ils ont besoin d'aide. Et en fait, ça a démarré comme ça. C'est un instant qui a été cristallisé dans ma vie tout de suite et qui a fait que je n'ai pas pu, ce soir-là, dormir tranquille en me disant « je vais oublier ce que j'ai vu aujourd'hui ». Non, j'ai jamais pu oublier ce que j'ai vu ce jour-là. Et c'est ce qui a fait, entre autres, qu'on a fondé Tirons Soleil. Alors, je pense que la question serait, ça remonte à quand et qu'est-ce que vous avez vu ce jour-là? Alors, ça remonte en fait à 2006. C'était dans une cité près de Curpip que je ne veux pas nommer pour ne pas stigmatiser les gens. Et j'étais en fait assez attirée par la lutte contre la pauvreté. C'est quelque chose qui m'a toujours animée depuis longtemps. Quand j'étais étudiante à Paris, je nourrissais les SDF et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, venir en aide à mon prochain. C'est mon cœur, on va dire ça comme ça. Et à l'île Maurice, je dois dire que j'ai eu la liberté de pouvoir faire quelque chose qui a de l'impact, même si dès le départ, on ne se dit pas qu'on va avoir un grand impact. On croit qu'on va commencer comme ça, avec une petite cité dans un endroit, avec peut-être 20, 50 enfants. Mais finalement, une fois qu'on est enregistré et qu'on est reconnu, on peut commencer à travailler sérieusement avec la lutte contre la pauvreté à travers l'éducation, puisque c'est l'angle que nous avons choisi. Est-ce que ça a été facile, simple pour vous intégrer? En fait, pour oui. vous dire la vérité, Josiane, c'est à Maurice que j'ai découvert que j'étais blanche. Je ne savais pas que j'avais une couleur de peau jusqu'à venir ici. Parce que, évidemment, quand vous venez dans une cité et que vous êtes blanc, on vous regarde d'une autre façon. Et je ne comprenais pas au départ pourquoi. Mais en fait, après, petit à petit, en vivant à Maurice et en grandissant ici aussi, j'ai fini par comprendre ce qu'il y avait un profond malaise peut-être dans cette société, qui n'était pas dû qu'à la pauvreté, que la pauvreté était une des expressions de cette exclusion. Et c'est vrai, mon cœur s'est attaché à ces cités et j'ai voulu vraiment faire quelque chose pour les familles qui sont vulnérables, dans la détresse et parfois exclues. 2006 à 2024, aujourd'hui, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Quelle est votre vision? Comment est-ce que vous percevez les choses aujourd'hui? Je suis vraiment quelqu'un qui est animé par la justice, l'idée de justice et de l'égalité. Et j'estime que peu importe la couleur de votre peau, vous n'avez pas à être exclu à cause de votre pauvreté. Et je pense, et je ne suis pas toute seule, toute notre équipe qui est immense et qui travaille avec nous, on pense qu'on peut faire la différence en aidant les plus défavorisés, les plus vulnérables. Et c'est vraiment une vision qui nous a animés dès le départ, c'est de venir emmener une éducation de qualité dans des endroits parfois où elle n'a pas accès, parce que les cités sont parfois refermées sur elles-mêmes. Il y a ce principe de l'exclusion qui fait qu'on ne participe pas aux loisirs, on ne sort pas de la cité, on ne voyage pas, on ne sort pas de là. Et donc, nous, ce qui nous a intéressés dès le départ, c'était d'emmener l'éducation là-bas. Alors, on va revenir sur les problématiques un peu après dans l'émission. Mais là, ce que je voudrais savoir, le déclic a eu lieu dans une région de Curpip. Et ça s'est étendu probablement dans plusieurs autres régions dans le pays. Alors ça, je pense, a été de découverte en découverte. Comment ça a été pour vous, cette expérience?
En fait, mon souci, c'est que je n'ai pas envie de me laisser arrêter par quoi que ce soit. Mhm. Et ça, c'est parfois quelque chose que j'ai besoin de travailler pour moi-même. Mhm. Non pas que je veuille faire de la lutte contre la pauvreté dans toute l'île, parce que je suis aussi limitée, Mhm. mais je ne peux pas rester insensible quand je vois un endroit où les enfants sont un peu laissés pour compte, livrés à eux-mêmes. J'ai envie, et mon équipe avec moi, c'est pareil, on a envie de pouvoir apporter de l'aide là où on se trouve. Mhm. Et on a travaillé en même temps dans l'Ouest et dans le Centre. Les deux régions, on a commencé en 2006-2007. On a été enregistré en 2007. Et à partir du moment où on a été enregistré, on a commencé à pouvoir écrire des projets pour lever des fonds. Mhm. Et donc, du coup, avoir une approche qui était vraiment professionnelle et professionnalisante, à la fois pour nous, l'équipe, mais aussi pour les bénéficiaires. Et petit à petit, ça a grossi très vite. C'est vrai, je ne peux pas le nier, ça a grossi très vite. Et on a commencé vraiment comme Google dans un garage. Mhm. C'est vrai. Et puis, on a pu se rendre plus professionnel grâce à l'apport de certains sponsors, comme par exemple à l'époque l'Union européenne, qui nous a beaucoup soutenus à travers son programme de la lutte contre la pauvreté à Maurice. Et ça nous a équipés, ça nous a empowered, comme on dit en anglais. Ça nous a vraiment équipés pour pouvoir faire un travail digne pour les communautés vulnérables. Vous parlez de votre équipe, vous parlez de professionnels, de projets. On a quelque part quitté le secteur des ONG traditionnelles qu'on connaît. Là, on parle de beaucoup de professionnalisme pour évoluer dans le secteur. Là, c'est vraiment autre chose. Comment vous décrivez cela? Moi, je suis quelqu'un, comment vous expliquer ça en termes très clairs? Je veux le meilleur pour les gens avec qui je travaille, à la fois pour les gens qui travaillent dans nos équipes, mais aussi pour les personnes pour lesquelles nous travaillons, nos bénéficiaires. Je veux qu'ils aient le meilleur. Et je me souviens, là, il y a 2 ans de ça, on a ouvert une maternelle à Mahébourg. Et il y a un éminent personnage étranger, pas mauricien, qui est venu visiter et qui m'a dit « Mais quand j'ai habité à Bruxelles, j'avais le même genre de maternelle. » Et j'étais très contente d'entendre ça parce que pour moi, les enfants vulnérables ont les mêmes droits que tous les autres enfants. Il n'y a pas de raison qu'ils aient des tables cassées ou des jouets abîmés. Je veux qu'ils aient le meilleur. Pas que moi, mon équipe aussi et moi-même, nous voulons le meilleur pour les enfants, peu importe leur origine, leur couleur ou autre. C'est une façon pour moi de les respecter, de leur donner de la dignité, de les valoriser. Et c'est très important d'emmener ce niveau de professionnalisme dans tout ce qu'on fait. Ce n'est pas une chaise cassée, c'est une bonne chaise et c'est aussi un bon geste et c'est aussi un rapport qui va être professionnel avec les bénéficiaires qui font que, dans l'ensemble, notre niveau d'excellence doit monter. On ne peut pas juste vouloir les choses au ras du sol. On veut vraiment pouvoir aider les personnes à se sentir bien traitées et aussi à leur donner de la valeur. Vous avez parlé de vos projets, de l'Union européenne également. Alors, ce qu'on veut savoir, comment vous collectez des fonds, comment vous évoluez, avoir des écoles un peu partout dans l'île, et surtout, on parle de formation, de l'éducation. Ça a un coût, comment vous faites? Donc, il y a plusieurs façons de le faire. La première chose qu'on a commencé à faire chronologiquement, c'est d'écrire des projets un peu partout et voir qui allait répondre à nos demandes. Et petit à petit, avec le temps, on a évolué vers des partenariats très solides avec des fondations, avec des entreprises, avec le gouvernement. Et ce sont ces 3 choses ensemble qui font qu'on peut réaliser tout ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, par exemple, on a eu un partenariat très longtemps avec, comme vous l'avez cité, le DCP de l'Union européenne. Ensuite, on a eu des partenariats avec des fondations très solides. Donc, on travaille aussi avec une fondation, notamment, je la cite, c'est Livina Foundation, qui nous aide au niveau de l'éducation. On travaille aussi avec l'ANSIF. On est un service provider pour l'ANSIF. Donc, du coup, tout ça emmène une certaine solidité au niveau financier qui nous permet de vraiment pouvoir faire ce qu'on fait avec, on ne dira pas sans stress, parce que c'est jamais donné d'avance, mais disons que je pense qu'à un moment, quand on est professionnel dans ce qu'on fait, on rassure les sponsors. Les sponsors voient le travail accompli et ils sont d'accord pour participer parfois à des gros challenges, à des gros défis qu'on leur demande. Combattre la pauvreté à travers ou par l'éducation, est-ce que c'est un moyen? C'est un des moyens. Moi, c'est l'angle qu'on a choisi au sein de Tir Rayon Soleil.
Mais quand on dit éducation, on peut dire aussi lutte contre les traumas, on peut dire aussi accompagnement, on peut dire aussi travail social, on peut dire aussi empowerment, ce mot qui n'a pas d'équivalent en français, équipement, on va dire, des familles, des jeunes, des femmes qui sont exclues. On peut dire aussi inclusion, on peut dire tout ça. Et tout ça, ça passe par l'éducation à un moment. C'est-à-dire, si vous arrivez à avoir un enfant toute une journée avec vous, du matin 8h jusqu'à l'après-midi 3h, vous allez pouvoir faire une différence dans la vie de cet enfant et dans la vie de sa famille également. Ce n'est pas seulement l'enfant avec lequel on travaille, l'éducation se fait aussi. On avait fait un projet à une époque qui s'appelait l'éducation tout le long de la vie, parce qu'on voulait aussi toucher les familles. C'est très important de savoir qu'on ne travaille pas qu'avec un enfant qui, une fois qu'il a quitté l'école, salut, on ne le voit pas. Non, en fait, cet enfant, il fait partie d'une entité qui est la famille, d'une cellule familiale, peu importe comment elle est, mais nous, on veut aussi travailler avec cette cellule familiale pour pouvoir justement avoir une approche qui est holistique et qui vraiment concerne tout le monde. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invitée c'est Bérangère Serriès qui est la présidente de l'ONG Rayon Soleil. Madame Serriès, est-ce que cela constitue d'un énorme travail, de beaucoup de travail? J'aimerais bien que vous me parliez de vos équipes. C'est beaucoup de personnes, c'est le personnel de vos équipes en fait. Comment ça fonctionne? Racontez-nous tout ça. En fait, Josiane, on ne peut pas venir en aide à personne sans quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose que l'intelligence artificielle peut créer. On a vraiment besoin de gens pour aider les gens. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un humain qui est là pour aider un autre humain, pour lui prendre la main et lui dire « Allez, viens, lève-toi, je t'accompagne », la personne va rester là où elle est. On a parfois besoin de gens qui sont formés dans l'éducation, donc qui ont fait un parcours typique de professeur. On a aussi besoin de psychologues, on a besoin d'infirmières, on a besoin d'orthophonistes, on a besoin d'ergothérapeutes, on a besoin de cuisinières, on a besoin de managers pour gérer les projets, de comptables pour gérer les finances. Et donc, tout ça, ça fait une énorme équipe aujourd'hui. On est à peu près entre 50 et 60 à travailler quotidiennement. D'accord, c'est extraordinaire d'avoir une équipe aussi grande pour fonctionner, mais je suis sûr qu'avec le nombre d'écoles que vous avez mentionné dans plusieurs régions de l'île, ce n'est pas suffisant le personnel. Aujourd'hui, on arrive quand même à un niveau d'équilibre, c'est-à-dire qu'avec 4 écoles qui fonctionnent donc tous les jours, qui sont enregistrées auprès du gouvernement, oui, c'est vrai que ça absorbe beaucoup de ressources humaines. Mais on est toujours content d'avoir des volontaires qui sont formés en musique, en danse, parce que l'art est très important dans tout ce qu'on fait. On est toujours d'accord pour avoir des volontaires qui viennent aider. S'il y a un médecin qui a sur son cœur de venir aider, c'est avec joie. Si quelqu'un qui a une compétence particulière en psychologie, peu importe, a envie de venir donner du temps, ou simplement une personne qui est à la retraite et qui a envie de lire des histoires avec les enfants, c'est top. Parlez-nous un petit peu des pédagogies que vous utilisez dans vos écoles, parce que quand vous avez parlé des enfants avec lesquels vous travaillez, je pense que ces enfants ont beaucoup de besoins. Donc, quelle est la stratégie, quelle est la pédagogie que vous utilisez? Donc, pour répondre à votre question, tout d'abord, sachez qu'en tant qu'ONG et école enregistrée auprès du gouvernement, on suit le programme gouvernemental. D'accord ? Mais avant ça, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les pédagogies différenciées. Ça veut dire, par exemple, Montessori, qui est une méthode qui permet à n'importe quel enfant d'apprendre les basiques de l'éducation sans stress, sans imposition, sans... L'enfant de lui-même, naturellement, va arriver à faire et à accomplir certaines tâches qui font que finalement, petit à petit, il va vers l'autonomie. Donc tout ça, ça nous a pris du temps à apprendre, ça nous a pris des années à le mettre en place. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, entre les maternelles et l'after-school, les after-school dans lesquels nous travaillons et le programme pour les jeunes, on a vraiment une méthode qui est originale, qui est spéciale à nous, mais qui s'adapte en fonction de l'âge de l'enfant. Par exemple, en maternelle, on va prendre le programme du gouvernement, mais on va aussi adapter avec beaucoup de méthodes de Montessori qui sont des pédagogies différenciées, adaptées à des enfants qui ont peut-être moins acquis de savoir-faire dans tout plein d'apprentissage. Pour l'after-school, on va mélanger aussi plusieurs méthodes pédagogiques parce que l'enfant est à l'école toute la journée. Donc nous, on n'est pas à l'école là.
On est juste un programme après l'école qui aide l'enfant à rattraper ses retards au niveau de l'apprentissage. Est-ce qu'on peut savoir exactement, vu que vous évoluez avec des enfants qui probablement sont dans des régions considérées comme défavorisées, quelles sont les problématiques de ces personnes, Des enfants. des enfants? Donc, la plupart des enfants avec lesquels nous travaillons, d'abord, les travailleurs sociaux sont allés les visiter parce qu'on tient vraiment à rester dans la lutte contre la pauvreté. Donc, en général, ce sont des enfants qui vivent dans des cités assez exclues et qui ne participent pas peut-être à beaucoup de loisirs, qui ne sortent pas beaucoup de chez eux, qui peut-être chez eux n'ont pas les moyens d'avoir des jeux. Peut-être ils ont juste la télé ou un tout petit écran sur lequel ils regardent des cartoons, quoi, des bandes dessinées, des choses comme ça. Et ce sont la plupart du temps des enfants qui ont un petit léger retard sur le langage. Et donc, on les aide beaucoup à développer la parole, à développer tout ce qui est mouvement physique. Et donc, pour revenir à votre question, je m'éloigne un peu. En fait, on travaille beaucoup avec des enfants exclus à cause de la très grande pauvreté. Et on a décidé très tôt que c'est à partir de la maternelle qu'on peut commencer à vraiment développer l'enfant. Bien sûr que ça commence avant le développement. Mais nous, en tant qu'institution, on a pu ouvrir des écoles maternelles parce qu'à une époque de l'évolution de Thirion-Soleil, on s'est rendu compte qu'à 11 ans, beaucoup d'enfants vulnérables étaient illettrés, analphabètes. Ils étaient à l'école toute la journée, mais ils étaient incapables d'écrire leur nom et leur prénom. Donc on a remonté petit à petit jusqu'à se dire, mais en fait, pour l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, il faut remonter jusqu'en maternelle. Et c'est là en fait qu'on s'est dit, allons ouvrir des maternelles, parce qu'il manque peut-être de maternelles équipées pour les enfants vulnérables, pour les aider à développer justement un retard. Quand je dis retard, ce n'est pas un jugement du tout, mais un petit retard dans le développement à ce niveau-là. Quand on parle d'exclusion, de pauvreté, il y a également beaucoup de fléaux dans certaines régions. Comment vous faites pour aider ces enfants dans leur éducation alors qu'il y a beaucoup de fléaux autour? En fait, on a une équipe et une approche qui est très holistique. Donc, on travaille beaucoup avec des psychologues, des ergothérapeutes, des orthophonistes, une infirmière et les profs et les travailleurs sociaux. Et tout ça forme une équipe qui vraiment approche l'enfant dans différents angles. À force de travailler avec l'enfant et la famille, on finit par vraiment isoler quel est le trauma de cet enfant, quel est le problème de cet enfant, quel est parfois aussi son besoin spécial, c'est-à-dire si c'est un enfant à besoins spéciaux, on va aussi pouvoir faire vraiment une analyse très fine de c'est quoi son problème. Parfois, ils sont dans le spectre autistique, parfois, ils ont d'autres problèmes. Et le savoir plus tôt aide en fait l'enfant lui-même à pouvoir s'adapter à un milieu éducatif et aide aussi la famille à comprendre c'est quoi le besoin de mon enfant. Parce qu'un enfant qui a un besoin spécial, si vous n'expliquez pas aux parents c'est quoi ce besoin, la famille parfois ne sait pas comment gérer. Quand vous avez un enfant autiste à Maurice, c'est compliqué. Il n'y a pas assez de place dans les écoles pour enfants à besoins spéciaux. Il n'y a peut-être pas assez d'écoles pour enfants à besoins spéciaux, en tout cas pour les enfants vulnérables. Et c'est compliqué pour ces familles-là. Donc, c'est une approche qui est vraiment très diverse, très ouverte sur la découverte de l'autre, qui nous permet vraiment d'établir, en fonction de chaque enfant, parfois, une adaptation de l'éducation qu'il va recevoir. Toujours pareil, le but, c'est de permettre vraiment d'avantager l'autonomie de l'enfant et de lui permettre d'être à l'école heureux. Vous avez parlé beaucoup des familles. Est-ce que les familles comprennent et est-ce qu'elles collaborent? Bien sûr. En fait, travailler avec la famille, c'est essentiel parce que, in fine, l'enfant va rester dans la famille, il ne va pas rester avec nous. Donc, c'est très important que la famille soit équipée pour comprendre comment gérer au mieux les risques qu'il y a autour de l'enfant ou l'enfant lui-même. Et c'est très important, justement, de marcher la main dans la main avec eux pour pouvoir à la fois comprendre leurs besoins, parfois leurs blocages, et les emmener au mieux à se débarrasser de tout ce dont ils n'ont pas besoin. Et est-ce qu'il y a des enfants qui ont vraiment brillé par la suite, réussi, évolué? Est-ce qu'il y a des success stories comme ça? On a plein de success stories, que ce soit chez les mamans, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec les femmes, chez les jeunes et chez les enfants qu'on a eus, oui, bien sûr. On a plein de success stories. Et c'est d'ailleurs ça qui fait qu'on est encouragé à faire ce qu'on fait tous les jours. Je suis sûr qu'au niveau de Thirion-Soleil, vous avez réalisé beaucoup de projets, vous avez
plusieurs projets à venir. Alors parlez-nous de ces projets. Donc pour l'instant, on s'occupe de 4 écoles maternelles. Il y en a une à Maillebourg, une à Curpipe, une à Vacquois et une à Tamarin. Et notre travail consiste à vraiment améliorer tout ce qu'on fait au niveau des maternelles. Ensuite, on a donc 3 after-school et un 4e qui se préparent, qui sont donc des programmes éducatifs après l'école. On n'est pas l'école. Là, on intervient plus comme un soutien éducatif à l'enfant. Ensuite, on a des programmes d'empowerment pour les jeunes, donc à partir de 13 ans jusqu'à 22 ans, où là, vraiment, c'est les préparer à rentrer dans la vie active, comprendre comment marche le pays, avoir une identité digitale, créer des emails, apprendre l'informatique, pouvoir être capable de se débrouiller en IT, être capable d'ouvrir un compte en banque, faire des choses très concrètes de la vie de tous les jours. Et ensuite, on a aussi pas mal de programmes d'empowerment pour les femmes, pour leur permettre justement de peut-être monter des petites compagnies, des micro-business, pour les aider à tenir sur leurs pieds. Tout ça, ce sont des projets au niveau de Thierry-en-Soleil. Et je suis sûr, moi, que quand on constate la situation, surtout vous avez parlé de ces régions exclues, il y a encore beaucoup de travail à faire. Alors, comment vous entrevoyez les choses avec l'évolution, avec les situations compliquées, avec les problématiques de la vie? Quel est le regard que vous jetez sur notre société? En fait, Josiane, vraiment, moi, je tiens à remercier et à saluer le travail des ONG à l'île Maurice, parce qu'il y a vraiment des gens qui font des choses extraordinaires sur le terrain, dont on n'entend pas parler, qui sont très, comme nous, low profile. On n'est pas des gens, on n'aime pas se mettre en avant du tout. Et il y a vraiment des gens qui font un travail extraordinaire sur le terrain, et je les salue parce que il n'y a pas grande occasion, à part votre émission aussi, de pouvoir saluer le travail des ONG sur le terrain. Mais à part ça, oui, c'est vrai que c'est difficile. C'est vrai qu'on vit dans un contexte compliqué où aujourd'hui, la pauvreté peut-être a diminué parce que beaucoup d'argent a été injecté dans la lutte contre la pauvreté. Mais je crois que le seuil, la pauvreté se déplace en fait. Aujourd'hui, quand vous êtes autour du seuil des fameux 13 000 roupies qui sont aujourd'hui passés à 15 ou 16, vous êtes juste en dessous ou juste au-dessus. C'est vous les pauvres en fait. Parce que vous n'avez peut-être pas droit à être soutenu parce que votre salaire est juste à la limite. Vous avez peut-être 1000 roupies de plus, mais ces 1000 roupies-là vous coûtent très cher parce que vous n'avez pas accès aux loisirs, parce que vous ne pouvez pas faire grand-chose et vous êtes assez coincé parce que du coup, les ONG qui font de la lutte contre la pauvreté ne vont pas non plus vous prendre parce que vous n'êtes pas inscrit au SRM. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble de choses. Et je crois que la future lutte contre la pauvreté, ça doit aussi s'adresser au bas de la classe moyenne. C'est-à-dire vraiment cette classe qu'on ne voit pas trop, qui est assez invisible dans les radars et qui lutte, parce que c'est dur aujourd'hui. Vous faites vos courses dans un supermarché, on est tous pareils, on vit tous au même endroit. Et je crois qu'il y a vraiment des familles qui ont des gros problèmes et qui peut-être n'osent pas le dire, parce que justement, il y a tout cet environnement qui fait qu'on est entraîné à consommer, on est entraîné à faire des choses. Et parfois, ces familles-là n'ont pas accès. Vous avez beaucoup parlé de loisirs. Est-ce que c'est une partie importante pour le développement des enfants et de la famille, pour vous? En fait, un des textes clés sur lesquels on se base, c'est la Déclaration des droits de l'enfant. Et la Déclaration des droits de l'enfant stipule que l'enfant a droit au loisir. Il a droit à un toit, il a droit à de la nourriture, il a droit à la sécurité, il a droit à la santé, mais il a aussi droit au loisir. Et un enfant, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais ils aiment s'amuser et c'est important de s'amuser. C'est important d'être joyeux, c'est important d'être heureux, même si on n'a rien peut-être chez soi, mais juste d'avoir accès à quelque chose qui vous distrait, qui vous emmène du plaisir aussi, c'est important pour les enfants. Donc oui, je pense que nous en avons tous besoin de loisirs. Donc une des choses, quand on a un petit budget tout petit et très serré, on ne va pas aller s'amuser, on ne va pas aller au loisir, on n'a pas accès. Je me souviens, un des premiers enfants avec qui on a travaillé sur Rivière-Noire passait son après-midi à jouer avec un noyau de mangue au football. Et c'est vrai, je me disais, en fait, ces enfants-là sont très heureux. Ils ont un noyau de mangue pour jouer tout l'après-midi et tout le monde sourit et tout le monde est content. Et c'était leur loisir à eux et je le respecte parce qu'ils ont su fabriquer à partir de quelque chose qu'ils avaient autour d'eux, un jeu qui leur a donné beaucoup de plaisir. Donc c'est ça l'accès au loisir. C'est parfois pas des choses compliquées, c'est pas des choses trop sophistiquées. Il faut que ce soit à la portée de la personne et que ce soit facilement assimilable par la communauté. Je suis sûr que les gens qui entendent parler de Thierry-en-Soleil, là actuellement, probablement vont vouloir prendre contact,
Comment faire pour vous contacter? Vous avez une page? On a un site web, oui. www.tirayons.org, sur lequel il y a toutes les informations. Et sinon, on a une page Facebook aussi qui est très argumentée et documentée. Je vous laisse le message de la fin. Merci beaucoup pour votre invitation. Et je salue encore une fois tout le personnel de Tirayons Soleil qui fait un travail formidable, un impact incroyable dans les communautés de l'île Maurice. Et je salue aussi toutes les familles avec qui on travaille au quotidien, qui vont se reconnaître. Je les remercie pour leur confiance, et ainsi que tous nos sponsors nombreux qui vraiment n'hésitent pas à toujours être là et à soutenir tout ce qu'on fait. Bérangère Serriès, présidente de l'ONG Tirayons Soleil, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. On va vous souhaiter bonne chance avec votre équipe et continuer ce magnifique travail. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne soirée. Au revoir.